6000 de Cape. 6000 de Cape. Un petit de Vivien. 6000 de Cape. C'est le mec pas sûr de lui, 6000 de Cape. Bah, ça peut ressembler à effectivement une prévision française. Hein. Quoi, 6000 de Cape? C'est ça. Non, je pense qu'il y a un bug du modèle, ce n'est pas normal. Vivien est originaire des terres armoricaines. Pas américaines, hein, armoricaines. La Bretagne, quoi. C'est un peu moins bien pour les orages, mais ça ne l'a pas empêché de développer une passion dès son enfance, et de devenir photographe à temps plein à peine plus tard. Mathieu, quant à lui, vit à Lyon depuis quelques années, mais il a commencé à chasser l'orage sur ses terres natales, du côté de Montélimar, au début des années 10. Vidéaste pro, il lève désormais des millions, des milliers de dollars, pour réaliser des films orageux comme on n'en a encore jamais vu en France. Après s'être vu confier la responsabilité de l'emblématique site chasseurdorage.com par son ancien propriétaire, Mathieu s'est entouré d'autres administrateurs pour l'épauler, notamment de ce cher Vivien. Alors quand les deux jeunes gens sont passés dans ma région le 27 juin dernier, et qu'ils m'ont proposé une simple rencontre amicale, j'ai préféré les kidnapper et les attacher devant un micro, un dimanche matin. Je ne pouvais pas passer à côté de l'occasion de discuter avec eux du dépoussiérage de ce site ancestral, mais aussi de disserter de ce que nous inspire le développement constant de cette communauté des chasseurs d'orage. Comment réagir à l'énorme afflux de photos sur les réseaux? Le chasseur est-il prétentieux? Peut-on tous être amis et vivre en harmonie? Les réponses à ces questions existentielles, ainsi qu'une toute nouvelle rubrique, c'est dans ce 6e épisode de 6000 de Cape. La mini-tornade est localisée avec quelques minutes à peine. Pour le moment, on se dirige vers un gros orage. Un orage littéralement coincé dans un nuage. This is an extremely dangerous tornado with complete devastation likely. Tornado! Pick up! Pick up! 6000 de Cape. Et bien en tout cas, bienvenue dans ce nouvel épisode de 6000 de Cape. Un enregistrement un petit peu improvisé, si on peut dire, aujourd'hui. Qui est plus motivé par l'opportunité que nous avions de nous rencontrer avec mes deux invités du jour, que sont Vivien et Mathieu. Hello. Salut. Salut les gars. Bienvenue chez moi pour ce Merci pour l'invitation. Petit enregistrement en Auvergne aujourd'hui. C'est un enregistrement un peu sous pression parce qu'il y a une journée orageuse qui s'annonce un peu plus tard. On guette les modèles, en même temps on regarde le radar. Ouais, on ça, se dit attention, est-ce que ça va prendre? Puis moi, quand j'ai fait le trajet depuis Lyon, j'ai vu des belles bases élevées, je me suis dit, oh là là, ça va lâcher un ramif, là, comme ça. Et non. Pour l'instant, non. Pour l'instant, ça reste assez calme, mais c'est vrai qu'il y a eu déjà une nuit assez orageuse là, sur l'ouest de l'Auvergne, enfin Limousin, tout ça, sud-ouest du pays. Donc t'as fait une petite nuit, là. J'ai fait une petite nuit, ça va, je suis rentré à 3h du matin, et puis là, je me suis relevé pas trop tard pour vous accueillir. On précise qu'il est 11h40, là. Ouais, c'est ça, on est en fin de matinée. Et on est déjà frais, c'est bien. Ouais, la soirée s'annonce sympathique, s'annonce avec des yeux qui piquent. Et voilà. Mais j'espère qu'on aura de la foudre un peu à se mettre dans les boîtiers, parce que cette année, c'est quand même difficile. Ouais, on croise les doigts. Ouais. Même si toi, Mathieu, ça va, tu t'es fait plaisir, là, il y a une petite semaine, du côté de Montélimar, avec le seul orage de l'année qui a... C'était inespéré. Oui, j'ai un orage colossal qui est parti il s'est formé dans l'Hérault, puis a transité dans le Gard et est arrivé jusqu'en Vallée du Rhône. Et puis oui, c'est vrai qu'après avoir vécu des mois et même plusieurs saisons avec de la foudre toujours très poussive, on n'a pas de zone de foudroiement identifiée, il y a un impact là, donc tu cadres là, et puis en fait finalement il y en a un qui est de l'autre côté, et puis ainsi de suite. Et j'ai l'impression que c'était sans fin. Et puis c'est vrai qu'il y a quelques jours à Montélimar, j'ai retrouvé, je suis tombé sur un orage qui était exceptionnellement électrique, avec une quantité d'impact qui tombait et en dessous de la structure et à l'avant de la structure en ramifié. Et c'est quelque chose que j'avais pas vu. Je pense, j'essaye de me refaire depuis combien de temps j'ai pas vu ça. Je pense que ça remonte à 2014, mais peut-être même que en 2014 c'était pas aussi fort. Et là, je dois remonter peut-être en 2009-2010, quand j'étais chez moi, que je filmais depuis ma fenêtre et que je voyais les orages défiler avec tous ces impacts. Et c'était, là pour le coup, avec les jours, c'était une nuit exceptionnelle et j'en ai même pleuré en fait. Ouais, non, c'est clair que ça reste des moments rares. Hein. Même si on se bouge vraiment pour chasser, les vrais gros orages marquants comme ça, avec une intensité de foudroiement, et puis surtout toujours sur un même noyau, donc comme ça tu peux en profiter vraiment d'un point de vue photographique aussi, parce que c'est vrai que hier soir, franchement, l'orage était pas mal, celui que j'ai eu. Ça foudroyait un peu, mais c'était disparate, c'était un peu tout autour de moi, c'était pas hyper régulier, donc en termes de photos, je ramène pas grand-chose, quoi. Et c'est à se demander, moi, la question que je me pose toujours, c'est d'où ça vient, comment ça se fait qu'il y a ce changement et que la foudre, elle est
beaucoup plus discrète qu'auparavant, quoi. C'est ça. Et déjà, on peut se demander aussi si c'est juste une impression. Aussi, ça peut être un biais qui est qu'on a justement ce souvenir très marquant des orages qui nous ont fait vibrer il y a quelques années. Et puis que, après, ça peut être un manque de chance aussi sur les dernières saisons, qu'on n'ait pas été sur les bonnes cellules ou des choses comme ça. Parce que je me souviens qu'on avait déjà eu cette discussion dans le concurrent de cette émission, à savoir le Paratonnerre. La version vidéo. Le média concurrent. Non, tellement pas. Le média copain. Ouais, le média copain. Mais c'est intéressant, ça, on va en parler justement, parce que on a décidé de ce thème au dernier moment, histoire de donner un thème, parce que c'est pas forcément obligatoire, mais je trouvais que ça pouvait être cool de parler de la communauté des chasseurs d'orage, et justement au travers de vous deux, parce que toi, Mathieu, tu as repris l'admin du site chasseurdorage.com, qui est un site, mais qui est surtout la plateforme qui fédère cette communauté de chasseurs. Mm-hmm. Et puis toi, Vivien, t'as rejoint aussi Mathieu dans l'aventure, dans la gestion de cette énorme machine. Ouais, c'est vrai. Et avant juste d'enchaîner sur Chasseurs d'orage, je voulais quand même chambrer Vivien, parce que toi, de la foudre en Bretagne, c'est pas, t'en vois jamais, donc si tu veux, il n'y a pas eu de différence particulière avec les années précédentes. Non, moi le manque se fait pas plus ressentir que ça. Si, il se fait ressentir, mais de bien plus longue date. Oui, mais du coup, tu pars dans des terres. Voilà, du coup, faut faire des kilomètres. Ouais. Et c'est pour ça que tu es aujourd'hui ici en Auvergne. C'est pour ça que je suis là. Oui, il y a d'autres raisons, mais. Mais du coup, effectivement, pour répondre à ta question, Chris, oui, Christophe Suarez m'a confié Chasseurs d'orage, c'était à la fin de l'année 2019. Et ça m'a beaucoup touché qu'il me fasse confiance et qu'il me donne les rênes, en fait. Ouais. Et puis, j'ai pu, on va dire, j'ai pu l'emmener dans la direction qui me paraissait idéale. Et en fait, j'ai pas voulu faire un chasseur d'orage à mon image, mais pour moi, ce qui est important, c'est de faire quelque chose qui est utile à la communauté et qui est utile aux chasseurs d'orage. Et qu'on arrive sur chasseur d'orage et qu'on se dise waouh, c'est ça la photo d'orage, et qu'on s'en prenne plein les yeux, et que vraiment chaque amoureux de la foudre, chaque amoureux de l'orage s'en prenne vraiment plein la mirette. Donc j'espère que là-dessus, la mission est plutôt accomplie. Je pense qu'il reste encore beaucoup de travail, notamment en termes de régularité dans la production de contenu sur le site, parce que moi, je voulais pas en parler, j'en dis deux mots, mais je suis sur un film qui est sur les orages qui est très chronophage. Et il faut que je puisse me libérer du temps pour Chasseurs d'orage, et c'est pour ça qu'effectivement je fais appel à des gens, j'essaye de motiver les gens à nous rejoindre dans cette aventure, notamment Vivien qui est arrivé, et je lui dis je pense que la façon que tu as de t'exprimer, d'écrire, t'as déjà un certain recul sur la communauté et sur la chasse à l'orage, alors que tu es jeune. Oui, c'est ça, faut peut-être le préciser, parce que t'as quel âge déjà? J'ai 21 ans. J'ai 21 ans, ouais. Et ce qu'il faut se dire, c'est que par rapport à Vivien, je t'ai invité dans le Paratonnerre aussi, Vivien. Enfin, on l'avait un peu co-animé ensemble. Et il y avait des gens qui m'avaient envoyé un message et qui m'ont dit t'invites Vivien, franchement, qu'est-ce qu'il a raconté sur l'orage et tout, machin. Mais c'est pas forcément ça qui est pertinent, c'est le recul que tu as sur les orages, le discours que tu as et la maturité que tu as, je trouve, face à l'orage et dans la communauté, dans tes propos que je lis sur Internet, ailleurs, etc. Et c'est pour ça que je me suis dit, avoir une personne comme Vivien dans l'équipe de Chasseurs d'orage, ça pourra apporter que du bon, et en plus, on aura un point de vue de quelqu'un qui est plus jeune. Ouais, parce que Chasseurs d'orage, ça doit pas être... c'est pas l'élite. Déjà, je sais pas s'il y a une élite des orages, je pense pas, je suis pas trop au courant. Mais c'est pas l'élite, c'est pas regarder nous, Chasseurs d'orage, et puis les autres. Non, c'est pas ça. C'est vrai qu'au niveau des galeries, c'est le seul. C'est là que je suis un petit peu moins flexible. C'est que pour moi, effectivement, ça doit être des gens qui doivent avoir un peu d'expérience, de belles images, un vrai travail abouti à montrer. Et ça, j'y tiendrai toujours. Mais par contre, il doit y avoir tout un côté plus accessible et dédié aux débutants, à l'apprentissage, comment faire des photos, quel matériel acheter. D'ailleurs, on a beaucoup de questions sur le groupe, sur des gens qui nous disent oui, qu'est-ce que je dois faire pour débuter, pour acheter du matériel et tout ça. Donc je pense qu'il va falloir qu'on se penche, à mon avis, sur oui, c'est les questions qui reviennent en général. Voilà, sur du les contenu, gens qui ouvrent la porte de Chasseurs d'orage, en général, c'est... c'est ça, ouais, il y a beaucoup de débutants, de curieux, des gens qui font ça avec leur téléphone.
etc. Et Chasseurs d'Orage, pour moi, c'est le rôle de ce site-là, c'est aussi d'être une porte d'entrée pour les débutants, pour les gens qui veulent progresser, apprendre, faire les choses correctement, parce que je pense qu'il y a quand même une bonne façon de rentrer dans le monde de l'orage et aussi une mauvaise façon. Et je pense que ça serait mieux pour tout le monde qu'on ait un maximum de personnes qui arrivent dans ce monde-là de la bonne manière et qui découvrent les bonnes choses, je pense. Et c'est marrant aussi que tu parles de... Enfin, c'est marrant. C'est intéressant de parler de légitimité, d'élitisme. C'est vrai que c'est difficile de... Comme notre passion se développe vraiment et qu'il y a de plus en plus de gens qui se lancent là-dedans, effectivement, on reçoit de plus en plus de photos, plus ou moins recherchées, plus ou moins travaillées. Donc, il y a cette difficulté de faire le tri entre des gens qui ont fait vraiment un effort, une démarche artistique à travers leurs images, et les débutants qui arrivent avec des petits clichés pris au téléphone à l'arrache. Et donc... il faut leur dire que on ne va pas publier tes photos sur la première page de Chasseurs d'Orage, mais en même temps, tu es le bienvenu. Voilà. Ça, c'est compliqué. difficile, ça. Ça, c'est très compliqué et ça se ressent surtout sur le groupe Facebook Chasseurs d'Orage, qui a pris 1200 membres en une semaine, alors qu'on était à 6000 depuis 10 ans, parce que le groupe était en privé et je l'ai mis en public l'année dernière. On a pris 1200 membres en une semaine et on a plein de photos téléphone, des gens qui envoient des photos clairement qui sont pas dingues, mais c'est du témoignage. Regardez, ça m'a fasciné, il y a eu un bout d'éclair, j'ai trouvé ça trop bien et je l'ai pris. Et on peut pas leur en vouloir à ces gens-là, mais il faut pas oublier que Chasseurs d'Orage, c'est tenu par des chasseurs d'orage et c'est à destination des chasseurs d'orage. Et pareil sur le groupe, personnellement, c'est triste, mais quand je vais sur un groupe et que je vois plein de photos téléphone, des gens qui n'ont pas pris la peine de faire un effort sur le cadrage, sur un petit peu un minimum de composition, sur des réglages, voilà, moi, ça m'intéresse moins, je vais pas regarder. Donc j'aimerais que, pour moi, c'est important que sur ce groupe, on puisse avoir des images qui soient pas des trucs absolument dingues, faits avec le dernier 5D, le dernier Sony ou quoi, non, mais juste un minimum. Ouais. Un minimum, une photo droite, avec un éclair qui n'est pas cramé, ou des couleurs où il n'y a pas plus contraste plus 100, saturation plus 100, clarté plus 1000. Voilà, tout ça c'est important. Et c'est vrai que les gens le comprennent pas forcément. Et il reste encore du travail à faire, je pense, au niveau de la pédagogie, pour que les gens comprennent ce qu'on cherche à faire sur Chasseurs d'Orage et pourquoi c'est important finalement, au moins quand on débute, de partir sur des bases au niveau de l'image, on va dire saine en quelque sorte, je pense. Et puis il y a juste l'idée de la démarche derrière la chasse au orage, quoi, qui est quand même vraiment cette démarche de prévoir sa chasse et d'anticiper les choses plutôt que juste être passif devant sa fenêtre. Toi, Vivien, typiquement, t'es vraiment, tu fais des kilomètres. Hein. Pourtant, on en a parlé il n'y a pas longtemps, tu viens de Bretagne, et c'est vrai qu'en Bretagne, c'est pas forcément évident. Ah bon? et du coup, t'es le premier à pas rester à ta fenêtre et faire des kilomètres finalement. Ouais, non, c'est ça. C'est une façon de chasser. Enfin, c'est une motivation que moi j'ai en tout cas, parce que j'ai grandi en Bretagne, j'ai vu pas beaucoup d'orages en Bretagne, et j'ai vite compris que si je voulais voir les supercellules qui me faisaient rêver en 2013-2014, c'est pas en attendant en Bretagne que je les verrais. Et donc, faut faire des kilomètres, faut avoir une démarche. C'est un peu une opération commando en fait. Quand je pars, je sais pas trop où je vais atterrir. Je planifie un petit peu au minimum, je fais ma prévision, je pars et c'est une belle aventure et c'est peut-être aussi ça qu'on veut faire passer à travers la communauté Chasseurs d'Orage. C'est cette approche de la chasse et de motiver les gens aussi à sortir à chercher à aller plus loin, à découvrir d'autres choses. C'est vrai que les gens qui font des photos sur leur téléphone et qui veulent les partager, c'est très bien, mais pour moi, je ne crois pas que ça demande un investissement colossal, ne serait-ce que peut-être d'avoir un petit boîtier d'occasion. Enfin, aujourd'hui, on peut s'équiper d'occasion, ne serait-ce que j'ai en tête des copains qui sont pas très loin d'ici, là, Clément Fayet, Florent Courty, si jamais vous nous écoutez. Je sais que eux deux avaient à l'époque, il y a 10 ans, des boîtiers, c'était des 1200D, 1300D. Ça vaut quoi ça maintenant? Ça vaut quoi? Ça vaut en occasion. Je dirais maximum 200, on va dire entre 100 et 200 balles peut-être. Et quand je les voyais avec le traitement qu'ils faisaient, leurs images comment ça ressortait alors que c'était fait avec un boîtier comme ça, je me dis que tout est possible. Moi, j'ai commencé à faire ma première photo avec un 300D. Ouais, 350D, moi c'est pareil. Voilà. Et aujourd'hui, ce genre de matos,
on peut faire de l'orage avec, surtout de nuit, et ça vaut plus rien aujourd'hui. Avec un petit truc 1855. Et pour moi, l'orage et la chasse à l'orage, elle est accessible à partir du moment où on se dit ok, je vais mettre 50 balles ou 100 balles dans un boîtier et je vais prendre ma voiture, ne serait-ce que pour monter sur le champ d'à côté parce qu'il y a une vue un petit peu en hauteur ou un truc comme ça. Donc on peut pas dire, enfin les gens qui font des images au téléphone qui disent oui mais non mais tout le monde n'a pas les moyens de faire ci. Non, si vraiment on aime l'orage et qu'on a envie d'entamer cette démarche, je pense que pour un minimum, un micro-budget, on peut faire des choses et on peut dire ok, là je fais une image qui est plutôt sympa. Et on n'a pas besoin que ce soit artistique, que ce soit hyper retouché sur Lightroom ou quoi machin. C'est un petit boîtier d'occasion, tu mets ton horizon droit, tu t'as pris un trépied à 20 balles sur Amazon, une télécommande à 10 balles, et la photo d'orage, tu peux la faire, quoi. Et tu peux te dire, ok, là, je commence à faire un truc, je commence à vraiment à m'investir dans cette passion, quoi. Toi, Vivien, par exemple, ça fait pas très longtemps que du coup, tu peux prendre la route et aller chasser un permis, petit peu ça fait que 3 ans, oui. Donc, c'est ça, voilà. Malgré tout, ça fait très longtemps que tu es dans le milieu, entre guillemets, parce que je me souviens que tu m'as envoyé des messages sur la page Chronique Chaotique quand tu avais 12-13 ans. Oui, c'est ça, ouais. Ça, c'est assez excellent. Mais après, justement, finalement, tu vois, Mathieu, tu parles matos, mais en fait, c'est peut-être le dernier truc nécessaire pour chasser les orages. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à m'intéresser aux orages, faut bien comprendre entre guillemets tout le travail que j'ai fait pendant que j'étais condamné à les regarder à ma fenêtre. Il a été payant pour que dès le premier jour de permis, je sois capable d'entreprendre une chasse à l'autre bout de la France. Voilà, la question du matos, savoir faire des photos, c'est peut-être la dernière chose qui est importante pour chasser les orages, en fait. De savoir faire sa prévision, de savoir trouver, d'avoir le sens de l'orientation, de savoir trouver un coin sympa. Ça, c'est des compétences dont on ne parle pas suffisamment. C'est vrai, mais je pense que c'est le niveau au-dessus. C'est d'abord, tu as l'étape du curieux qui effectivement pourrait s'équiper en boîtier et dire allez, je vais faire un truc, voilà. Et après, tu as la démarche d'aller chercher l'orage. Dans ce cas-là, tu sors vraiment de chez toi, de ton quartier, de ta ville, pour aller choper de l'orage à un endroit donné, dans une autre région, un autre département, un autre pays, je sais pas. Effectivement, là, c'est la démarche au-dessus et elle est encore plus importante que le matos. Mais je pense qu'à partir du moment où on a cette démarche, on a déjà du matos. Ouais, mais c'est vraiment même pas une question de matos, en fait, c'est juste une question de se motiver à... Après, c'est plusieurs approches qui sont différentes, tu vois. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un vrai engouement pour les orages dans les médias, on l'a vu ces derniers jours. Maintenant, tout le monde est équipé de téléphones portables. Les gens sont curieux. Entre guillemets, aujourd'hui, il y a 60 millions de journalistes en France. Donc, les gens ont envie de montrer. Et c'est peut-être une autre approche aussi qui se crée. C'est une approche plus documentaire où je montre un peu ce qu'il y a autour de chez moi sans chercher à faire de l'artistique. Je serais peut-être pas forcément aussi dur que toi sur les gens qui ont cette approche-là. Elle est sans doute complémentaire de la nôtre. Effectivement, c'est vrai que les groupes de témoignages météo où il y a 15 000 membres, où il y a je sais pas combien de milliers de publications par jour de ce type-là, effectivement, moi je suis assez hermétique à ça. Mais c'est peut-être une autre façon aussi, ouais. Alors t'as raison, et le truc que j'aurais peut-être dû préciser avant du coup tout mon argumentaire, c'est que Chasseurs d'orage est basé sur le côté artistique de l'orage. Voilà, c'est ça. C'est important de le dire. C'est notre approche à nous historiquement, mais je parle juste de Chasseurs d'orage. Après, on y adhère pas. Mais pour moi, Chasseurs d'orage, c'est comme ça que je le vois, c'est basé sur une approche artistique. C'est ça. Alors que Kyronos va être basé sur une approche plus, on va dire, témoignage, reportage, les prévisions, etc. C'est pas le cas de Chasseurs d'orage. Donc, pour moi, c'est logique qu'on n'ait pas forcément le même type de photos sur Chasseurs d'orage que sur Kyronos, que sur Infoclimat, où Infoclimat, c'est le temps, tout le temps, avec le photo live, où on peut mettre des photos il fait n'importe quel temps, quand il neige, quand il fait beau, quand il pleut. Il y a aussi des groupes d'observation des orages. Dans ce cas-là, c'est de l'observation, ok, très bien, et puis il y a les propres règles du groupe, etc. Donc c'est vrai que sur le côté artistique et sur ce que je dis depuis tout à l'heure, sur la qualité photo, les photos témoignages, etc., c'est vraiment propre à Chasseurs d'orage. C'est juste que voilà, il fallait un espace sur Internet qui est dédié au côté artistique de l'orage. C'est sur Chasseurs d'orage. Ça ne veut pas dire qu'il faut que ce soit ça partout. Voilà. On peut dire c'est important de le préciser. Chasseurs d'orage, finalement, est là pour valoriser l'orage, en fait. Oui, alors attention, il y a quelqu'un qui a fait gaffe, il y a des gens qui vont sortir ta phrase là et ça y est, on va être encore taxé d'élitisme. Mais effectivement, voilà, c'est une approche qui est un petit peu particulière dans le sens artistique et je pense qu'il n'y a pas de problème à avoir avec ça. Après, on adhère ou pas à cette approche-là et c'est tout, je pense. Oui, après, en plus, il y a
Il y a eu de toute façon déjà plusieurs initiatives pour faire d'autres groupes, d'autres rassemblements de chasseurs d'orage. Est-ce qu'il doit y avoir un seul endroit forcément ? Est-ce que Mais non, parce que ça correspond pas à tout le monde. c'est ça. La Ouais. vision que moi j'ai des chasseurs d'orage ne correspond sûrement pas à tout le monde. Et Ouais. c'est normal. Et c'est normal. Et les chasseurs d'orage, c'est pas le média qui doit dominer tout le monde ou je ne sais quoi. Parce que... C'est juste celui qui aura le meilleur référencement sur Google, mais Oui, mais vous savez quoi ? Moi, j'ai un problème avec le terme chasseur d'orage. Je sais pas, le terme chasseur d'orage, je trouve qu'il est un peu prétentieux, en quelque sorte. Dans le sens où on chasse pas l'orage, on se fait le plus souvent chasser par l'orage. Et puis, je sais pas, de plus en plus, j'y vois un côté un petit peu presque péjoratif dans le sens où, quand tu vas t'adresser à des gens externes qui connaissent pas du tout, que tu lui dis t'es chasseur d'orage, on te taxe un peu souvent de l'illuminé de service en mode chasseur d'orage, ou super, un éclair. tu vois, moi je trouve que c'est moi, de j'ai moins pas en moins le ce cas, moi. ressenti- Ouais, moi j'ai pas ce ressenti-là. C'est vrai que quand je dis je fais des photos d'orage, je me dis ouais, en fait, t'es chasseur d'orage. Ouais. Ouais. Ouais, c'est Et plus, j'ai c'est plus plutôt dans ce tendance à sens-là, faire moi. ça, à dire oui, effectivement, je fais de la vidéo, je filme les orages, Mm. je prends la photo d'orage, etc. Et je dis moins je suis chasseur d'orage parce que c'est un terme, je sais pas, qui me dérange. Après, Je c'est trouve que très. ça fait pédant, quoi. Ça fait. Je sais pas, ça fait un peu chasseur d'orage avec Ouais, les grands ouais. sabots, tu vois. Et Ouais, mais en même temps, auprès des gens qui sont pas dans ce milieu-là, je trouve que maintenant c'est un terme très connu et du coup qui est associé tout de suite à ce qu'on fait. Alors que c'est vrai qu'il y a 10 ans, 15 ans, quand je commençais la chasse et que j'étais dans un champ à regarder l'orage et que le paysan venait me voir de façon plus ou moins amicale. Quand tu dis que tu venais pour faire des photos d'orage, qu'est-ce que c'est ? Je connais pas. Chasseur d'orage, quoi. Qu'est-ce que je connais pas. Alors que maintenant, la communauté s'est tellement élargie que ça a tellement touché un grand public que ce terme de chasseur d'orage, il est vraiment ancré, je pense, dans. C'est un terme qui est connu Mais du c'est vrai grand que c'est ce qui public. parle ouais, le ouais, plus, c'est ça. bien sûr, c'est ce qui parle le plus et on le changera pas. Mais je sais Ouais. pas, moi j'ai un problème d'humilité, je trouve que ça fait presque un peu cow-boy des fois. Mais pareil, c'est très personnel et du coup, c'est marrant que je dis ça alors que, encore une fois, je gère chasseur d'orage. quoi. Ouais. Mais à un moment donné, j'ai même réfléchi, je me suis posé la question Ouais, on est-ce a vu qu'il cette faudrait pas, discussion, oui. est-ce qu'il faudrait pas changer de nom ? Est-ce qu'il faudrait pas que chasseur d'orage s'appelle autrement ? Il y a eu des noms qui ont circulé ou il y a du brainstorming autour de ça, vraiment ? Honnêtement, j'ai plus en tête parce que c'est pas une piste qu'on a spécialement Non, on creusée. n'a pas creusé ça, ouais. Sachant que c'est très dur, parce qu'il faut, déjà, il faut qu'on prenne la décision de changer de nom, Ouais. ce qui est loin d'être fait. Et puis, il faut trouver quelque chose qui soit généraliste. Il Faut faut que ça pas, reste parlant. il faut pas qu'on sente que ce soit le site d'un photographe, Ouais. voilà, parce qu'il y a plein de photographes qui ont des noms, des pseudonymes, voilà, par rapport à la météo. Et du coup, chasseur d'orage, c'est vrai que c'est très neutre au final. Peut-être que ça changera jamais, mais ça m'a déjà traversé l'esprit. Et puis si un jour je suis de mauvaise humeur, je me lève du mauvais pied, peut-être que je changerai de nom. Mais bon, pour l'instant, ça reste chasseur d'orage. Ouais. Et puis après tout ce qui a été construit autour de ce site-là, c'est vrai qu'il y a une partie de la Bien communauté sûr. et des gens qui s'y intéressent, c'est greffé C'est vrai. autour de ce nom-là, donc ce serait un petit peu difficile de rebrander. Mais oui, si mais on il veut. faut pas non plus renier ce qui a été fait avant. Moi, chasseur Ouais, d'orage, ouais. c'est un site, quand je suis arrivé dans les orages, quand j'ai commencé à m'y intéresser en 2007, c'est le site qui m'a fait rêver, quoi. C'est le site qui m'a mis des étoiles dans les yeux. Ah bah pareil, Lui j'y ai passé pas mal de et temps. aucun hein. autre. Alors bien sûr qu'après j'ai découvert d'autres choses et j'ai des outils complémentaires comme le freezer par exemple, Le forum de Vincent. Ah, souvenir. Ah bah oui, gros souvenir. Infoclimat. Après effectivement on a vu aussi, on a commencé à voir des images sur Kyronos, etc. Mais pour moi chasseur d'orage, puis même Lakoff, bonjour Lakoff, La coff, on se souvient de à la une coff. époque oubliée. Ouais. Mais sinon pour moi tout est parti de chasseur d'orage. Ça m'a vraiment fait quelque chose et je me suis dit purée, mais je veux en être, quoi. Ouais. Je veux en être. Justement, cette émulation autour de la chasse fait qu'il y a énormément de jeunes aussi qui commencent à faire des très belles photos. Enfin, je veux dire, la quantité de belles photos, il y en a vraiment de plus en plus. Est-ce que ça vous fait pas, vous, ce que je ressens moi parfois, entre guillemets, une overdose et vous appréciez un peu moins les belles images qui sortent ? Moi, je sais que je commence à parfois être blasé de certains types de photos qu'on commence à voir tellement souvent. Qui sont des photos assez classiques entre guillemets de foudre, voilà, un beau ramifié au-dessus de la campagne, ok, c'est très beau, mais on en a vu plein. Et moi le premier, après, quand je vais faire cette photo, je vais me dire oui, ok, bon, elle est cool, mais
J'en ai déjà fait une un peu mieux l'année dernière. Je l'ai vue 10 fois la semaine dernière sur le groupe Facebook. Alors, est-ce que cette profusion, elle nuit pas un peu à la rareté qu'on avait avant dans ces photos-là et qui faisait encore plus rêver peut-être? Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Ouais, si, j'ai un petit peu le même sentiment par moment. Ouais, surtout dans les périodes comme ça où, entre guillemets, on loupe même des fois des belles images sur notre fil d'actualité parce que on nous dit ouais, t'as vu la photo de un tel, elle est géniale. Bah non, je l'ai pas vue parce qu'il y a tellement de photos qui sortent pendant les lendemains de grosses journées qu'on loupe des trucs. Et ouais, faut quand même se revenir un petit peu en arrière. Bon, je fais un peu mon vieux alors que je suis le plus jeune autour de la table, mais à une époque, quand on avait la photo du ramifié bien plongeant, c'était la photo de l'année, quoi. Il y avait un mec qui nous sortait cette photo-là et c'était la photo de l'année. Aujourd'hui, cet impact-là, on va l'avoir dans toutes les directions, pris par 10 ou 15 chasseurs différents. Et donc, du coup, ça a plus la même saveur. Ouais. Cette notion de rareté, elle disparaît un petit peu, mais peut-être aussi qu'il faut se réinventer et qu'il faut trouver d'autres choses. Peut-être que justement, ce ramifié super impressionnant, pris en plongée, peut-être qu'il faut trouver autre chose. Il fallait trouver encore une meilleure composition. Voilà, ouais, une meilleure composition, un autre sujet aussi. Ouais. C'est vrai que le pendant inverse de ça, c'est que ça pousse à créer encore plus, à hausser son niveau de photographie. Ouais. Voilà, c'est aussi motivant. Il y a l'inverse. Toi, je sais pas, Mathieu, ce que tu en penses sur ce sujet-là. Parce que toi, justement, t'en vois encore plus passer. Tu as la validation du groupe Chasseurs d'Orage, donc tu vois vraiment toi toutes les photos passer. Alors, je te rejoins, Christophe, sur l'éclair qu'on voit dans la campagne et tout, etc. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Ouais. On n'a pas aussi, je pense, tous la même exigence. Ouais. Je pense que, oui, plus on a d'expérience, plus on va chercher à avoir des choses qui sortent de l'ordinaire, entre guillemets, et avoir un éclair, à 10 km qui tombe devant des champs, s'il n'y a pas de composition particulière, on se dit, ok, alors t'es content de l'avoir, mais c'est peut-être pas pour autant que tu vas le publier, tu le gardes dans un dossier, tu seras un peu nostalgique dans 5 ans quand tu n'auras plus du tout de foudre dans le monde. Tu diras, putain, c'était l'époque où il y avait des éclairs encore, quoi, merde. Et, mais sinon, voilà. Après, par contre, en ce qui concerne les ramifiés, comme tu disais, bien proches et tout, non, moi, ça me met quand même toujours une tarte dans la gueule. Ah oui, ça fait toujours de l'effet, on est d'accord. Après, moi, j'ai plutôt tendance à aimer la hauteur, et du coup, vous me verrez. Une fois, on m'a vu dans le sud-ouest, dans les Landes, c'était il y a très longtemps, ça n'arrivera plus jamais. Mais sinon, quelle idée d'aller dans la forêt, franchement. Globalement, dans l'ouest de la France, j'y vais jamais, je vais pas chasser parce que justement. Alors peut-être que oui, ça doit exister sur de rares points de vue qu'on connaît, probablement oui, mais sinon, voilà, dans la vallée du Rhône par exemple, facilement tu peux prendre 200 mètres de haut pour être sur un point de vue. J'adore aller dans les Alpes, je vais essayer d'aller gratter un peu du côté du Jura aussi, le Léman c'est super chouette, etc. Et du coup, quand tu photographies un éclair depuis quand tu surplombes la plaine de 1000 mètres, ça prend tout de suite une autre ampleur, une autre dimension, quoi. On est d'accord. Et non, moi, pour l'instant, je me lasse pas du tout de ces vues plongeantes, vraiment plongeantes. Hein. On parle pas d'être 50 mètres au-dessus de la Terre. Après, même si sur le plat, il peut y avoir des choses, il peut y avoir un impact sur une ligne de tension comme Nicolas Guibaud avait fait l'année dernière, qui était une photo exceptionnelle. C'est ça c'était encore quelque chose qu'on avait très rarement vu. Après, c'est très rare, pour le coup, effectivement. Dans tous les cas, ça sort vraiment de l'ordinaire. Dans l'ordinaire, c'est très très rare. Mais voilà, même les impacts sur un clocher, sur des choses qui peuvent créer des power flash, des courjus, etc. Donc non, même sur du plat, on peut faire de belles images. Après, c'est vrai qu'il faut quand même que l'orage, je pense, soit... Enfin, là, j'ai fait un lapsus un peu. Mais même sur du plat, on peut faire des images. Après, belles images, c'est pas à moi de juger si l'image elle est belle ou pas. Je pense que d'ailleurs, c'est pas non plus à l'auteur de la photo de juger si l'image elle est belle ou pas, c'est plutôt au public. On en a parlé pendant l'épisode avec Basile et Bruno, effectivement, du recul sur ses propres photos, ça reste toujours très difficile. Quand je vois une publication, quelqu'un qui dit super photo de machin, alors que c'est sa photo, je me dis non. Oui, alors superbe. Alors, il peut être très fier et content de sa photo malgré tout. Mais moi, quand je lis quelqu'un qui s'auto-congratule sur sa image, je m'interroge toujours un petit peu dessus. Oui, après, c'est plus une façon d'exprimer peut-être la joie qu'il a eu de capturer son image, mais...
Je pense que pour beaucoup, oui, c'est peut-être une façon, c'est la joie, peut-être une façon un peu maladroite de s'exprimer parfois. Il n'y a pas de volonté de dire regardez, ma photo est incroyable. Ouais. Non, Mais puis après, il y a souvent l'inverse aussi. Enfin, parmi les chasseurs exigeants maintenant, dont je fais sans doute partie, enfin, je suis trop exigeant peut-être avec mes photos et du coup, il y en a plein que je veux même plus publier justement parce que j'ai l'impression que ça a déjà été fait en mieux ou que moi, j'ai pas le recul nécessaire dessus, que j'ai l'impression que j'ai fait un mauvais traitement dessus et tout ça. Et c'est vrai que là, c'est les gens qui finalement vont recevoir la photo et la trouver bien mieux que ce que j'avais imaginé. C'est le public qui va décider, je pense, de si ta photo elle est bien. Pareil, c'est très subjectif. Oui, mais en gros, je pense qu'il vaut mieux attendre que la réaction du public et de laisser le public juger, quoi, à mon avis. Je pense. Voilà. J'ai remarqué là sur les dernières saisons que c'est quand même rare d'aller sur un point de vue et de pas croiser d'autres chasseurs ou alors vraiment sur les cellules assez isolées, sur les journées qu'il y a eu comme la semaine dernière, encore une fois, avec ces super cellules. Dans le Loiret, on a croisé plein de chasseurs. Moi, je me suis cru aux États-Unis pendant l'espace d'un instant. Et donc, il y a de plus en plus de monde qui se lance comme ça. Est-ce que ça va pas devenir l'embouteillage sur les routes comme aux États-Unis au bout d'un moment ou sur les points de vue ? C'est quand même, je pense, relativement rare qu'il y ait vraiment la cellule apparatée et que tous les chasseurs soient dessus. Après, on a quand même eu, je crois que c'était à Gênes l'année dernière, en Italie. J'ai plus le compte exact, mais je crois qu'au final, j'avais décompté dans un rayon autour de l'orage, il y avait 18 chasseurs français. Il y a, quand c'est de la plaine, effectivement, on a plus de chances de tomber sur des copains. J'ai l'impression que quand on est en montagne, quand même, il y a beaucoup moins de gens c'est plus facile de qui vont s'isoler, tenter en tout cas. montagne. Maxime peut en témoigner. Voilà. La montagne, il faut vraiment accepter d'être sur un point et soit t'as eu bon, t'es au bon endroit, soit t'es pas au bon endroit et puis tant pis pour toi. Il n'y a pas de possibilité de se replacer. Puis Maxime, il fait même un truc encore plus extrême, c'est que lui, il fait une partie du trajet en voiture et il termine à pied en se planquant en alpinisme presque, dans une grotte ou ça part je dans sais la pas neige où. Et tout ça, Donc voilà, exactement. Épisode 2 de 6000 de Cape pour ceux qui l'auraient manqué. Maxime en Davier. replay. Et du coup, c'est pas la même chose. Après, oui, il y a de plus en plus de chasseurs. Moi, ça m'est déjà arrivé d'arriver sur un point de vue. Vers chez moi, à Montélimar, c'était il y a quelques années, un orage qui arrivait. Je suis arrivé au sommet du point de vue, j'ai vu qu'il y avait 3 voitures chasseurs, j'ai fait demi-tour. Et c'est pas parce que j'aime pas vos tronches. c'est que j'adore vivre l'orage seul, quoi. J'adore vivre l'orage seul. Alors peut-être que ces gens-là, je sais même pas qui étaient, je saurais pas dire vraiment. J'ai vu les chasseurs, j'ai fait demi-tour, j'ai vu les trépieds, j'ai fait demi-tour. Ouais, ça m'arrive aussi de faire ça. Et je savais même pas qui c'était. C'était peut-être des gens très bien. Et c'est peut-être des gens qu'en bas de la montagne, après l'orage, j'adorerais parler, dire vous avez vu l'orage, c'était bien, vous avez fait quoi et tout, qu'on se montre les images et tout. Mais l'orage, à vivre seul, pour moi, c'est le Graal absolu, quoi. Et j'adore cette sensation, j'adore vivre ça. Mais c'est marrant justement de vouloir fédérer toute cette communauté des chasseurs d'orage, mais en même temps d'avoir, on a un peu tous les trois, on a un peu cette approche solitaire de l'orage et de vouloir se retrouver vraiment seul face à lui. Donc il y a 2 moments, quoi. Il y a la convivialité, c'est avant et après l'orage, c'est ça, surtout d'après vous. Ouais, après avec Vivian, on s'est retrouvés face à un orage, on a vu des super cellules passer devant nous, c'était cool, on l'a vécu ensemble, mais on était chacun indépendants parce qu'on avait chacun notre voiture. Et oui, à tout moment, on pouvait se. Voilà. Ouais. Puis aussi, Vivien, c'est pas quelqu'un à faire waouh, super, l'éclair, wouhou. Voilà. Ça, il y a 2 écoles aussi à ce niveau-là. Il y en a qui vivent ça comme une fête, vraiment un truc de plaisir instantané. Il y a des gens qui kiffent aller en groupe. Oui, ils vont tous ensemble. Pour eux, c'est convivial. Et on peut pas les juger, on peut pas leur dire non, mais c'est pas bien ce que vous faites. C'est chacun a une approche différente et une sensation différente face à l'orage. Il faut respecter ça, il faut qu'on cohabite tous ensemble. Mais comme il n'y aura plus du tout d'orage en juillet, parce que là on est en train de poncer le capital annuel en ce moment. Voire biannuel. Mais tu sais que des fois, ça n'a aucun sens, ça n'a aucune logique, mais je me dis qu'on a un capital. Quand on démarre sur l'année, je me dis, putain, il y a une quantité d'énergie qui est disponible sur l'année, et au bout d'un moment, il n'y en aura plus. Et des fois, quand il y a des orages trop tôt en mars et que ça fait un peu de la merde, je me dis, putain, ça pompe sur le capital. C'est pour ça que moi, j'aime pas quand ça commence trop tôt. Je voyais tout le monde pleurer au mois d'avril-mai, ça commence pas de même. Enfin, moi, les orages d'avril-mai, j'en veux pas en fait. Oui, c'est ça. C'est mieux de laisser le temps de se préparer, de faire monter un peu la pression, de vraiment rassembler son matos, prendre le temps de nettoyer les capteurs, d'investir dans 2-3 nouveaux accessoires chaque année. Et puis au mois de juin, là, il commence à faire bien chaud. Là, on a des premiers vrais bons orages.
Et c'est là qu'on prend plus d'émotion parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu, ça nous manquait. Et, après, on va pas se plaindre d'enchaîner les jours de chasse. Là, j'espère juste que ça va se maintenir sur le reste de l'été. Oui, c'est ça, qu'il n'y ait pas un gros creux, surtout le mois de juillet ou ce genre de choses. Surtout qu'on sait qu'il y a des chasseurs aussi qui posent leurs vacances exprès. Donc, après, je pense que si tu veux pas te tromper, quand tu poses tes vacances, à mon avis, poser. Si tu es prêt à faire des kilomètres, en tout cas, je pense que poser la fin août, début septembre et se dire, allez, on va de l'autre côté des Alpes. T'as tu pas veux trop dire de chance de te tromper. en direction d'un pays où on mange des pâtes et des pizzas, c'est ça? Oui, tout à D'accord. fait. Ouais. Exactement. C'est vrai que, notamment du côté du golfe de Gênes, qui a été par exemple. particulièrement impressionnant l'année dernière, avec 2-3 situs là, vraiment marquantes. Ouais. Moi, globalement, après le golfe de Gênes et puis toute la plaine du Pô en Italie. Ouais, Après, je rentrerai pas dans les détails parce que je pense qu'il y a plein de chasseurs français qui peuvent en parler mieux que moi. Mais effectivement, c'est vraiment un secteur, toute une zone. C'est une sorte de tornado allée européenne, quoi, en quelque sorte, ça, à la plaine du Pô. Voilà. Espérons qu'on aura l'occasion d'y aller cet été. Tu es déjà allé, toi, Chris? J'y suis déjà allé, je l'ai fait 2 fois. Et malheureusement, ça n'a pas été couronné de succès. Et une fois, on y était allé avec Vincent, et puis en fait, le premier jour, on est arrivé un peu en retard, on était un peu à l'arrière des cellules, et c'était pas forcément extraordinaire. Le lendemain, il y avait un très beau potentiel, et puis finalement, ça s'est montré relativement décevant. Ça a pris vraiment en bordure des Alpes, et puis c'est parti dans les montagnes après. De toute façon, à chaque fois que je quitte la France pour essayer un petit truc un peu plus osé, ça me réussit pas vraiment. Sauf les États-Unis. Sauf les États-Unis. Les États-Unis, ça va. Mais bon, les États-Unis, c'est vraiment un autre monde, c'est un monde à part. Mais les orages se disent que tu as eu ta dose aux États-Unis, ils se disent, bon, la France, c'est chez lui, allez, on va en faire un peu quand même, mais par contre, après, il faut pas déconner. Faut partager un petit peu aussi. Oui, c'est sûr, mais bon. Mais j'aimerais bien étoffer quand même la petite carte géographique là, des orages marquants vus un peu partout, quoi. Mettre des petites punaises un peu partout, ce serait bien. Alors, on t'a pas trop entendu, Vivien. Il faudrait te lancer sur un thème un peu générationnel, peut-être. C'est pas l'acné, la puberté. On est tous passés par là. Hein. Non, mais ça va, c'est derrière moi quand même. Ouais. C'est vrai que moi, quand j'ai commencé la chasse, j'ai découvert ça à 18 ans, en fait. Moi, avant, ça rejoint ce qu'on disait sur le fait que la communauté, elle est vraiment explosé ces dernières années. Il y a 15 ans, c'était hyper intimiste, la chasse à l'orage. Personne connaissait ça. Et donc, moi, le premier, je connaissais pas ça, alors que j'aimais déjà l'orage, mais je savais même pas qu'on pouvait le chasser, le photographier. Et donc, j'ai découvert ça au moment où j'ai eu mon permis de conduire. Alors que toi, Vivien, oui, moi, le permis, connu ça. T'as connu ça des années avant, quand t'étais tout gamin. Et du coup, ça devait être super dur d'attendre de pouvoir bouger. Très 8 juin 2014, 8-9 juin 2014, c'était dur. Hein. T'as vécu ça de loin, au travers des photos des gens. Première grosse carte violette sur Kéronos que je voyais, c'était un peu surréaliste, quoi. Enfin, moi, j'avais jamais connu ça, donc c'est très très frustrant. Et puis là, le permis, on l'attend avec impatience. Ouais. T'as fait quand même quelques petites sorties à vélo Même pas à vélo. Alors, j'avais une chance, c'est que j'habitais au nord de Rennes. Et mes parents avaient un jardin dégagé sur la vue sud, donc je pouvais voir les orages arriver du sud-ouest jusqu'à ce que ça construise derrière et que on va dire les 2-3 dernières années avant d'avoir le permis, c'était mort, je pouvais vraiment rien faire. Ça. Donc, et puis on parlait du niveau d'exigence qui montait. C'est pareil sur la question de la lassitude des images, c'est aussi une question de l'exigence qui monte, c'est-à-dire que quand on commence à chasser les orages, le petit spaghetti qu'on attrape, on est super content parce qu'on a réussi à attraper la foudre. C'est une étape, mine de rien, c'est cool quand on arrive à le faire. Et puis après, on veut l'avoir avec une bonne composition, on veut l'avoir de près, on veut l'avoir. Et puis du coup, une situation, le fait de devoir rester entre guillemets dans son jardin, c'était bien pour découvrir au début. De plus en plus, ça devient frustrant et puis ça devient, la frustration elle monte et puis. Et puis il y a la libération quand on a le permis, quoi. Ouais. J'imagine. Vas-y. Oui, j'allais dire, j'imagine que tu as vraiment bien bossé sur le permis pour être sûr de l'avoir du premier coup. Ouais, alors moi j'ai une particularité, c'est que l'automobile, la conduite, tout ça, c'est une passion. Donc en plus. moi le permis, c'était un super bon souvenir. Enfin voilà, petite dédicace à mon moniteur d'auto-école qui n'écoute pas sans doute, mais voilà. Non, mais même. Après, je suis allé boire des bières avec l'examinateur. Alors pas des bières, mais.
Mais c'est oui. Comment Non, la conduite. J'avais cette motivation-là supplémentaire. Déjà, j'adore conduire, donc alors ça c'est pareil. Hein, c'est une qualité qu'il faut avoir pour la chasse à l'orage. Faut aimer la route et faut être à l'aise tout le temps, parce que quand tu te fais mitrailler de grêle, de vent, de machin. Si tu te fies dessus, c'est pas la peine, quoi. C'est pas mal de le rappeler, effectivement. Ouais. Mais puis faut aussi rappeler quand même que c'est le plus gros danger sous les orages. C'est-à-dire qu'en soi, être exposé à la foudre, la probabilité de se la prendre sur la gueule, alors je dis pas qu'il faut faire le con, mais en valeur absolue, le risque il est faible, alors que rouler à 200 avec des pneus lisses sous la pluie, la probabilité de finir au tas, elle est quand même un peu plus importante, quoi. On est d'accord. Ouais, c'est vrai que le danger, il n'est pas forcément là où les gens qui démarrent le croient, quoi, le pensent. Hein. Et puis on le voit aux États-Unis avec la multiplication ces dernières années d'accidents corporels, parfois mortels. Le nombre de chasseurs morts sous les tornades. Bon, voilà, on a en tête le tragique 31 mai 2013, mais c'est le seul cas. Autrement, par contre, les accidents de la route, il y en a. Voilà. C'est une petite déviation là-dessus, mais attention sur la route. C'est clair. Et parfois même en dehors du contexte orageux. Oui, en dehors du contexte orageux, oui, parce que le risque de somnolence, il est élevé, clairement. Ça, on en avait déjà parlé dans le paratonnerre avec le petit accident de Raphaël sur l'autoroute qui a fait quelques tonneaux. Voilà, donc ça n'arrive pas qu'aux autres, donc faites gaffe. Faites bien attention à vous, et puis dès qu'il y a un petit coup de fatigue, un petit coup de barre, même si on se dit oui, mais la maison elle a 20 minutes, elle a une demi-heure, mais tu t'arrêtes sur le bas-côté, tu fais la sieste, ne serait-ce que 20 minutes, et déjà, ne serait-ce qu'en ayant dormi 20 minutes, tu te reprends un petit coup de peps quand tu te réveilles après, et tu te dis allez, je peux finir la route, quoi. Ouais. Enfin, ça, c'est surtout quand t'es jeune. Après, à 35 ans, quand tu te réveilles au bout de 20 minutes, là, tu dis bon, ok, je vais redormir 4h30 là, et on partira au petit matin. Ouais, mais après, c'est vrai que par contre, ça, je pense que ça coûte pas grand-chose quand on part en voiture de s'équiper avec un petit. Oui, un matelas qui traîne. Et puis... Soit un petit matelas, soit. Alors, il y a même des gens, il y a des chasseurs qui arrivent, qui aménagent leur voiture. Ils ont la tente, ils ont le petit matelas, ils vont se mettre dans un champ ou quoi, et ça marche très bien. Faut être motivé quand même pour planter la tente à 4h du mat, là, après une grosse sous soirée. Les pluies stratiformes, là, avec la boue sur dans la boue et tout, tu vois rien. Mais c'est une solution. C'est une solution. Puis après, sinon, oui, je pense que même dans ta voiture, tu peux être confort, tu baisses un peu le siège, t'essayes de t'équiper en 2-3 accessoires s'il faut, genre un petit coussin, un truc pour tenir la tête ou quoi, machin. Et puis, oui, bien sûr que ce sera pas la meilleure nuit de ta vie, mais au moins, t'auras rechargé un petit peu les batteries physiques, et puis tu pourras rentrer chez toi, quoi, sans te demander putain, est-ce que je vais fermer les yeux ou pas, quoi. Et puis connaître ses limites, quoi, surtout, parce que voilà, moi je sais que la question du sommeil, elle est entre guillemets, est très sensible pour moi. Donc voilà, par exemple, moi je dors à l'hôtel quand je fais des grandes chasses. Alors des hôtels premier prix, hein, mais voilà, moi je sais que après mettre le veto pour traverser la France, de se coucher super tard, d'avoir chassé les orages jusqu'à 2-3 heures du matin, j'ai besoin de récupérer dans un lit, de plus avoir de bruit, de me sentir en sécurité, parce que la sieste au bord de la route, on se dit voilà, faut pas que ça dure de trop non plus. Voilà, moi je sais que j'ai besoin de ça, donc après je m'adapte. Alors c'est un budget, je dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire, mais voilà, de se connaître, et puis même tout simplement peut-être un jour d'être capable de se dire bah là, ça fait 3 jours que j'ai travaillé super dur, ça sert à rien de traverser la France, j'arriverai pas à suivre, quoi. Non, et puis c'est vrai que mine de rien, être en forme aussi, c'est le plaisir de la chasse après. C'est le plaisir, et puis la réussite aussi. Si on enchaîne 2 jours, voilà, faut être frais pour le deuxième, pour gérer sa prévision, gérer sa chasse. Parce qu'une chasse en étant déphasé complètement, tu passes à travers, quoi. Enfin, déjà, si tu arrives à bien te placer, bah oui, peut-être que le moment, à moins que ce soit vraiment un moment exceptionnel, mais sinon, bon, enfin moi personnellement, je le vis pas forcément super bien, quoi. Et puis bah sinon, il y a de fortes chances aussi de faire de la merde, quoi. De mal se placer, de pas regarder, de pas être attentif. Mais même en termes de photos, t'as vite fait de rater ta mise au point, tout ça, tu vas te retrouver avec un bel impact tout flou, là. Ça, c'est dur, ça. Oh oui, il y a toujours des trucs que j'ai pas digérés d'il y a 12 ans, là. Tu me fais penser des trucs pas cool, là. On fera un épisode spécial sur tous ces moments vraiment terribles qu'on a vécu, ces pires chasses, ces pires flops. D'ailleurs, Tony m'a donné l'idée la semaine dernière. Je pourrais faire une rubrique dans le podcast où chacun raconte sa pire expérience. Je pense que ça permettrait un peu aux gens de décomplexer, de décomplexer, voilà. Et ça vous permettrait à vous aussi il faut mettre ça sur la table. Donc allez, c'est parti, c'est la première de la rubrique. Le divan. Les pires.
Le divan de 6000 de Cape, les pires chasses, les pires flops. Jingle maintenant. Les pires chasses. Les pires chasses. Les pires flops. Alors Vivien, quel est ton pire souvenir de chasse Eh ben écoute, je savais que le sujet allait revenir, donc sur le trajet, j'ai réfléchi un petit peu. Nous sommes le 31 juillet 2020. Ouais. Je me lance pour faire une petite chasse du côté d'Auxerre, dans l'Yonne. Je me place sur les hauteurs d'Auxerre avec une vue assez sympa. Je suis bien placé parce qu'il y a des cellules qui naissent à mon sud-ouest, donc je me dis bon, c'est cool, je suis pas en retard. Si, c'est bien. Ouais, jusqu'ici tout va bien. Je me dis bon, je suis pas en retard, donc ça va. Parce que mes chasses d'avant, j'avais tendance à être un peu en retard. Donc là, j'étais vraiment parfait en timing et tout. Bon, alors les cellules avaient pas l'air énormes non plus, mais je me dis bon, pour l'instant c'est là qu'il faut être. Bon voilà. Donc ça vient, puis il y a rien qui sort, juste des petits grondements de tonnerre. Et puis bon, le vent se lève, grosse tempête de poussière. Il n'y a pas de base, c'est dégueulasse. Quoi. Je me dis, bon, bah voilà, ça a crevé, j'attends un petit peu. Voilà, Jusqu'ici, c'est un orage français assez. Voilà, somme toute un assez, truc qui se casse la gueule, qui vient mourir sur nous. Et puis bah, terminé, à un moment donné, il faut se décider à descendre du spot, hein, bien sûr. Bon, la suite, on la voit arriver gros. Oui, on la sent. Voilà. Donc, je commence à descendre du spot. Et puis, allez, 2 minutes plus tard, bam, ramifié qui tombe sur ma gauche. Ok, super, donc je m'arrête, je fais demi-tour, je reviens là-bas, il n'y a plus rien qui sort. Je me dis, je vais attendre quand même un petit peu parce que, voilà, il ne faudrait pas que ça recommence, quoi. Et puis bon, là, ça commence à s'activer au nord-est, mais bien loin derrière. Je me dis, bon, bah voilà, c'est fini, c'est en train de se réactiver à l'autre bout du département. Voilà. Je redescends. Et qu'est-ce qui se passe? Running guy. Voilà, à nouveau, de la foudre qui sort. Donc, je me décide à remonter. Ça peut durer très ouais, longtemps. Ça peut durer très longtemps, mais attendez, c'est pas fini. Hein. Donc je ressors le matos. Il y a rien. Oui, il y a rien qui sort. T'en as fait d'autres des titres tout à l'heure. On les retrouvera. Je les mettrai en post-prod. Ouais, c'est ça. Et donc ça ne sort à nouveau plus. Je me dis bon, allez, c'est bon quoi. J'arrête. Je claque la portière. Au moment où je claque la portière, il y en a un qui tombe. Voilà, pas très loin, mais voilà, je le vois. Enfin, je le vois pas vraiment, mais voilà, je sais qu'il y en a un qui tombe pas très loin. Et là, bon, bah, je rage quitte, quoi. C'est bon. Voilà, je descends, je vais me faire un McDo. Et puis bon, c'est toujours pas fini. Donc, il n'y a plus rien, tout est mort. La situation est un peu foirée. Enfin, bon, voilà. Je sais même plus si la situation a foiré ou si c'était moi, mon placement qui aurait pu être un peu mieux. Je rentre à l'hôtel, donc je suis sous la couette, il est 23h minuit. Et puis, gros flash. Et en fait, il y a une cellule isolée qui est née à 5 km de l'hôtel. Genre, le truc auquel je ne m'attendais pas du tout. Et puis, voilà, c'est pareil. Je regarde le radar et je me dis, de toute façon, le temps de m'habiller, d'aller à la voiture, de recharger le matos dans la voiture. Parce qu'évidemment, le matos, je le laisse pas dans la voiture. Voilà, je savais que c'était mort. Et puis, je me suis dit que de toute façon, vu ce qui s'était passé avant, c'était pas la journée, quoi. Ça servait à rien d'insister. Bah oui, c'est terrible. C'est dur. Ça, c'est archi terrible. Ouais. Mais c'est vrai que je pense que ça nous est tous arrivé, ça, de toute façon, le fait de... Oui, l'orage qui nous troll. Ouais, bon, après, cela dit, c'est pas grave, hein, parce que voilà, moi, j'ai jamais été embourbé, j'ai jamais eu d'accident, jamais... Donc voilà, alors, pire ça chasse, ça va. Ouais. Ça fait pas très longtemps que tu chasses, c'est pour ça. Ouais, mais bon, pire chasse, ça va, quoi. Ouais, c'est vrai. Dans l'absolu. J'étais en train de réfléchir, je me demandais si je vous racontais le moment où il y a très longtemps, quand j'avais pas le permis en scooter, le scooter est tombé en panne au pied de la montagne, il n'arrivait plus à la monter et j'ai raté un orage exceptionnel, voilà. Mais non, on va pas s'attarder là-dessus. Mais non, je pense que ma pire chasse, finalement, c'était le jour où beaucoup de gens ont fait une de leurs meilleures chasses. C'était du coup aux alentours du 9 juin 2014 et plus ou moins 2 jours avant et après. En fait, j'étais parti avec un copain qui faisait un peu de la chasse à l'orage de temps à autre. Et en fait, on est parti avec ma voiture. Donc à l'époque, une Fiat Punto essence merveilleuse que j'avais réussi à greler l'année passée, donc c'était génial. Et en fait, on est parti, donc je crois que le premier jour, ça se passait l'activité beaucoup du côté de Limoges, du Limousin. Ensuite, il y a eu le deuxième jour, très violent, dans le centre. Dans le centre, la Beauce, etc., où il y a eu le niveau 4 qui est Renos. Le fameux. Et ensuite, le troisième jour, ça s'est décalé plus à l'est. Ouais. C'était aussi encore très fort. Et en fait, il se trouve que
ce que je ne savais pas, c'est que mon copilote, déjà, n'allait jamais prendre le volant, parce qu'il est resté un point sur son permis. Oui. Mais je le savais pas. Et en plus, en fait, il a eu des contretemps, et en fait, il a dû... vu qu'il bosse... il bosse pour la... Il conduit des trains. En fait, il m'a fait le déposer dans une gare parce qu'il avait un truc à gérer chez lui vers Paris. Et puis ensuite, j'ai dû aller le récupérer dans une autre gare le lendemain et tout. Et puis ensuite, finalement, je l'ai redéposé parce que c'était la merde. Enfin, c'était un enfer total. Et au final, je sais pas, on a dû faire quoi? Enfin, j'en ai fait une partie tout seul. Mais je crois que j'ai dû faire 4000 km sur toute la situation sur les 4 jours. Les 4 jours, ouais. Et du coup, j'étais tout seul à conduire. En plus, j'étais fauché comme pas possible. Du coup, je dormais dans une tente ou dans la voiture où c'était l'enfer total. Et j'ai pas une image correcte. J'ai fait de la grosse merde tout le long pendant 4 jours, quoi. C'est parce qu'au bout d'un moment, premier jour, ça va. Bon, allez, ça ira mieux demain. Le lendemain, c'était terrible. J'étais tout seul et mal placé. Et puis le troisième jour, voilà. Et au final, le troisième jour, j'étais éclaté. Puis les orages ont tellement perduré jusqu'à la fin de la nuit du deuxième jour, le soir du niveau 4, que moi j'essayais jusqu'au bout, allez, je vais aussi avoir un éclair, avoir un truc. Que dalle. Puis le lendemain, ça commence super tôt. Puis au final, je suis rentré chez moi, j'étais dégoûté. Je fais, vas-y, c'est bon, on se situe, allez, on n'en parle plus. Et voilà. Et du coup, on en parle toujours pas mal. On en parle toujours pas mal, mais pour moi, c'est vraiment un de mes pires souvenirs parce que j'étais complètement à bout et on en parlait, du coup, ça fait le lien avec la fatigue dont on parlait juste avant. Et puis voilà, pour moi, je sais qu'il faut plus forcer comme ça et j'aurais sûrement pas dû m'engager là-dedans, quoi. Ouais, en même temps, tu vois, d'une part, faut pas forcer, mais d'autre part, faut forcer parce que si Vivien il avait forcé un peu plus sur son point de vue, il serait resté là-haut pour se ramifier. Oui, mais à la limite, faut réussir à trouver mais à la limite, lui, c'était juste monter ou descendre du point de vue, effectivement. Ouais. Et pour moi, c'était est-ce que je vais faire 500 km de plus pour essayer d'avoir un nouvel orage ou d'avoir autre chose. Mais même sans faire 500 km de plus, il y a certaines nuits où effectivement, il y a toujours un peu ces cellules qui prennent sur un même axe de convergence, qui continuent assez tard pendant la nuit, et tu te dis, si j'essaye encore un petit peu, si je me déplace de 5 bornes... tu prends de mauvaises décisions. Tu risques de prendre de mauvaises décisions, mais aussi, tu peux aussi... Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des super photos en toute fin de nuit sur la dernière petite cellule isolée, là, sur un dernier petit axe de convergence, et en même temps, c'est aussi de la fatigue accumulée, donc c'est pas toujours facile de prendre cette décision d'arrêter la chasse, en fait. Non, c'est vrai que c'est très dur, surtout quand tu te dis, putain, c'est le potentiel de l'année, voire même plus, et c'est une situ comme on n'en verra plus pendant je sais pas combien de temps, tu te dis, non, mais je veux en être, quoi, je veux le voir, je veux le faire, et puis après, voilà. Et aussi, d'où l'importance de s'entourer et d'aller chasser quand on chasse à plusieurs avec des gens fiables, avec des gens, si possible, aussi qui partagent un peu le même point de vue, la même vision de l'orage. Parce que des fois ça peut très bien se passer, puis effectivement sur des grands voyages à plusieurs milliers de kilomètres de la maison, on est quand même, c'est important d'être bien entouré et d'avoir fait le bon choix sur les personnes qui nous accompagnent, je pense. D'où l'importance de parcourir cette communauté sur les réseaux, sur les internets, et trouver les bons gens à accompagner sur le terrain ou pas, à laisser à la maison et à prendre des apéros avant les chasses et ensuite à partir chacun de son côté et vivre l'orage comme on l'entend. Tout à fait, exactement. chasseur-orage.com. Et puis si jamais vous êtes curieux de l'orage débutant, sur Chasseur d'orage, il y a des articles sur la sécurité, comment faire sa prévision, comment photographier les éclairs. On a aussi un très bel article sur la vidéo. J'avais fait un dossier sur la vidéo. Oui, un dossier sur la vidéo, de monsieur Christophe Asselin, tout à fait, qui est super et que tu mets à jour de temps en temps. Oui, tout à fait. Il faudrait que je repasse un petit peu dessus. Et puis j'aimerais bien contribuer aussi avec d'autres articles. Il faut que j'arrive à trouver le temps. Effectivement, le site, il n'y a pas eu d'article depuis, je crois, février. Et il faut qu'on fasse des choses. J'ai plein de trucs en tête, mais il me manque du temps pour le faire. J'ai plein d'idées. Ceci est un appel à contribution. Apparemment, j'ai l'impression. Si vous avez envie d'écrire, de contribuer à un projet, je pense qui peut continuer à fédérer les chasseurs d'orage. Et si vous aimez les belles images d'orage, et même si vous n'êtes pas chasseur d'orage et que vous avez juste envie d'écrire sur l'orage parce que ça vous fait kiffer, faites un coucou. Je pense que ça vivra plus en hiver, ça, parce que les gens ils sont sur les routes en ce moment. Mais justement, mais c'est ce qu'on disait, pareil, on en a parlé. Oui, il faut qu'on trouve des non-chasseurs d'orage. Je pense que chasseur d'orage, à mon avis, peut aussi trouver un nouveau rebond avec effectivement des gens qui ne chassent pas l'orage, qui sont passionnés de la météo, mais qui vont pas chasser l'orage, pour justement pouvoir créer du contenu pendant qu'il y a de l'orage, en fait. Et on sait que ces gens-là existent, on sait qu'il y en a, il y en a plein.
Donc le message est aussi valable pour eux, quoi. Donc si vous avez une belle plume, vous avez envie d'écrire et de consacrer un petit peu de votre temps sur un site communautaire comme Chasseurs d'Orage, vous pouvez faire signe. Et l'annonce est passée. Les gars, merci beaucoup d'avoir accepté qu'on enregistre ces petites choses. On va rejeter un œil au radar parce que là, ça fait un moment qu'on s'est. Je vois une rondelle dans le ciel là. Il y a des genres de soucoupes empilées là. C'est normal, ça. C'est quoi? C'est des lenticulaires? C'est des assiettes. C'est parce que c'est bientôt l'heure du repas. C'est bientôt l'heure du déjeuner. Voilà. Donc on va aller faire ça ou pas s'il y a une super cellule à 10 km de la maison. Et voilà. Merci en tout cas d'avoir écouté. N'hésitez pas à poser vos questions comme d'habitude. On n'y a pas répondu à cet épisode ni au précédent, donc peut-être que ça arrivera un jour par un miracle dont on ne sait pas d'où il viendrait. Écoutez, on se retrouve pour le prochain épisode de 6000 de Cape. À très bientôt tout le monde. Au revoir. « 6000 de Cape ».